Bonjour Mathieu, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour expliquer aux auditeurs qui tu es, ce que tu fais? Avec plaisir, merci de m'avoir invité d'abord, Pierre. Merci à Kelvin pour son invitation. Donc moi je suis Mathieu Garcia, je suis dirigeant de 3 sociétés qui forment un collectif, donc Emenda, Izome et Repère. On va parler plutôt de Emenda et d'Izome aujourd'hui. Donc c'est des sociétés qui sont principalement installées sur Nantes. L'une, donc Emenda, c'est une société d'ingénierie technique et de ce qu'on appelle d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, donc de conseil technique. Et l'autre, donc Izome, ce sont des ingénieurs et des diplômés en architecture qui sont spécialisés dans la maîtrise d'œuvre, tout corps d'état, de la rénovation. Voilà. D'accord, ok. Voilà pour te dire. Donc rénovation, ça intègre rénovation énergétique, mais pas que. Non, rénovation. Alors, chez Izome, le dénominateur commun de tous nos projets, c'est qu'ils génèrent des économies d'énergie. Ah, d'accord. Donc okay. Un ravalement simple, par exemple, on va pas être pertinent sur ce type de projet. D'accord. Voilà, même s'il y en a besoin. Et par contre, dès qu'il y a un bout d'isolant ou qu'il y a un système énergétique un peu plus performant qui est mis en place, là, on est pertinent chez Izome. D'accord. Ok, très clair. Voilà. Et donc, votre rayon d'action aujourd'hui, c'est principalement au Pays de la Loire ou même vous allez ailleurs? Alors Emenda, c'est une société, pour te dire, chez Emenda, la clientèle, c'est du B2B. D'accord. On a une clientèle nationale. Voilà, oui, d'accord, ok. Exactement, donc on travaille sur tout le territoire, en particulier quand on intervient sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Là où Izome est une société qui intervient beaucoup sur les chantiers. Et donc, ce qui est limitant dans le périmètre géographique, ce sont les chantiers. Donc, Emenda est national, Izome, c'est Grand Ouest. L'important étant que ça se passe dans un rayon d'1 heure ou 2 autour de Nantes. D'accord. Et Paris, figure-toi, fait partie de ce périmètre, puisque en 2 heures de TGV, on accède à Paris Centre. Et donc voilà. Donc Paris était aussi une clientèle pour Izome. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que dans la région, donc à 1 heure en voiture ou en train, est-ce que vous voyez des spécificités dans le bâti? Alors, oui. Ouais. Et c'est surtout intéressant d'ailleurs quand on travaille et dans l'Ouest et en Île-de-France, c'est assez intéressant de voir les différentes typologies. Alors, je vais te parler de l'Ouest, puisque c'est ce qui nous intéresse. On enregistre depuis Nantes, là. Je vais te parler un peu de Paris aussi. Donc dans l'Ouest, il y a d'abord c'est une région dont la démographie a été très dynamique l'après-guerre. T'as une ville comme Saint-Nazaire qui était complètement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand tu y vas, c'est une ville qui a été reconstruite à 100% dans les années 60 ou 50, 60, 70. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est très homogène de ce point de vue. Nantes aussi a pris cher. Bombardement de 43, etc. Et donc, tu as une bonne partie du centre-ville qui a été rasée. Et donc, il y a eu beaucoup de constructions après-guerre pour reloger les nombreux Nantais qui avaient, dû quitter leur logement bombardé. Voilà. Et puis, quand tu regardes, alors ça, j'ai vu ça une fois, la carte, tu sais, du foncier, du développement du bâti à Nantes depuis les années 40, c'est incroyable. Ah ouais? Et donc, on a une typologie qui est très homogène, avec des bâtiments qui sont sortis de terre dans les années 50, 60, 70, avec des méga quartiers comme Bellevue à Nantes. C'est aussi le cas de Rennes. On va parler un tout petit peu de Rennes aussi aujourd'hui. Voilà, donc avec beaucoup de morceaux de villes nouvelles. Voilà. Et donc c'est des gros morceaux, c'est les gros morceaux sur lesquels chez Izome on travaille en particulier. D'accord, ok. Voilà. Et sur ce bâti-là, en plus donc d'être sorti de terre avec des périodes très particulières, est-ce que techniquement et même thermiquement, il y a des spécificités aussi? Alors, on est la spécificité, non, on est sur des sujets quand même assez homogènes. D'accord. Et d'ailleurs, les réponses de fait sont assez homogènes. Alors, bien sûr, il nous arrive de travailler sur des projets qui sont patrimoniaux, des bâtiments haussmanniens, etc. Mais assez peu. Là où on peut, nous, chez Izome, être pertinent, c'est plutôt sur ces projets sur lesquels les solutions sont. C'est assez facile en fait de les améliorer énergétiquement. C'est plus compliqué de travailler sur un projet haussmannien, où évidemment les solutions techniques sont beaucoup plus contraintes. Là, on va pas faire une isolation thermique par l'extérieur sur un bâtiment haussmannien. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, ça c'est clair. Après, ce que je peux te dire, là on parle du collectif. Il y a aussi la maison individuelle, évidemment, qui est un sujet qui intéresse en tout premier lieu Kelvin. Là, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouest de la France est caractérisé par une diversité, pour pas dire une hétérogénéité très importante
du patrimoine bâti. Ouais. Et donc, on a des milliers de petits quartiers, tu vois, d'une dizaine de maisons, une quinzaine de maisons, une vingtaine de maisons, complètement différents. Voilà. C'est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus hétérogène que dans le nord de la France, par exemple. Où là, tu vois, tu avais pas mal de maisons en bande, avec des architectures très, très typiques, tu sais, avec des briques, etc. Là, dans l'Ouest, c'est très hétérogène, ce qui est pas sans poser quelques défis sur la rénovation énergétique de tout ça. Ouais, donc du coup, là, c'est plutôt du cas par cas plutôt que sur du collectif. Vous avez des solutions pas standardisées à ce point-là, mais ça commence à devenir plus connu. C'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Trouver des solutions qui seraient alors pas toujours les mêmes, hein, parce que par définition les architectures sont différentes et puis les modes constructifs sont différents. Par contre, il faudrait pouvoir processer la réponse à tous ces besoins de rénovation, que ce soit pour l'immeuble résidentiel ou la maison individuelle. Quoi. D'accord. Voilà. Et tu sens au niveau si on parle de dynamique autour de la rénovation et rénovation énergétique, tu vois une accélération. C'est quoi un peu si tu devais faire une rétrospective de ces quelques dernières années, et j'imagine que ça suit peut-être pas du tout la même tendance entre le collectif et le particulier. Et ça c'est sûr. En fait, la grosse différence entre le collectif et le particulier, c'est que dans le collectif, il y a un régime d'obligation sur pas mal de sujets. Ouais. Tu le sais sans doute, hein, sur un immeuble collectif, quand vient le moment de rénover une façade, en fait, ce que dit la loi, c'est que tu as l'obligation d'isoler la façade, voilà, sauf cas d'exemption. Bon, première chose. Ensuite, tu as des obligations, tu sais, des logements qui sont sur des étiquettes énergétiques très mauvaises, pourront plus être mis à la location, voilà. Troisième chose, il y a l'obligation pour les copropriétés de faire des programmes pluriannuels de travaux. Dans la maison individuelle, tu as beaucoup moins de contraintes en fait, voire pas du tout, à part la location des logements d'étiquette F ou G de mémoire. Mais il y a aussi dans la vente. Quand tu fais une transaction sur une maison individuelle, tu dois faire ou vente, absolument. Un audit énergétique pour toutes les maisons qui sont G, faire passer un auditeur. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu vois que l'attraction, elle est principalement sous la réalisation de ces travaux et de ces études, elle est portée par un régime d'obligation. Ce qui en soi est pas hyper sexy. Mais ça a l'avantage de déclencher, en tout cas, ce genre d'action. Voilà. Premier sujet, donc tu vois l'attraction qui vient principalement d'un régime d'obligation, pas très sexy, mais c'est comme ça. Voilà. Tout ça, c'est un héritage, tu sais, d'une réglementation européenne. Hein. Chaque État en Union européenne a un devoir de déclencher la rénovation dans son parc national. Bon. Premier sujet. Deuxième sujet, donc ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est au niveau national, hein, les lois qui sont imaginées par nos politiques, et voilà. Et deuxième sujet, c'est les initiatives locales. Et de ce point de vue, à Nantes, il y a une politique extrêmement volontariste, puisque la collectivité elle-même va se doter d'un budget et va accompagner des projets. Donc à Nantes, on a de la chance parce que c'est de ce point de vue, les initiatives de la collectivité sont très dynamiques, avec un budget très conséquent. Et puis même avec des moyens, figure-toi, puisque la métropole mobilise une dizaine de conseillers qui sont les tiers de confiance en fait et qui vont sur le terrain à longueur de journée ou plutôt de soirée et de soirée aux assemblées générales de copropriétaires. Et donc ça c'est vraiment une caractéristique de Nantes, plus qu'à Angers, plus qu'à Rennes, plus qu'à Saint-Nazaire ou même partout ailleurs, c'est une politique très volontariste avec des subventions, alors un accompagnement humain très important par les conseillers dont je viens de te parler, mais également des subventions très importantes qui facilitent très grandement quand même le passage à l'acte. Hein. D'accord, tu m'étonnes. Ouais. Et ça c'est toujours pour la copropriété principalement. C'est vrai pour la copro, c'est aussi vrai pour la maison individuelle. D'accord. Où tu as certains... Alors, les audits énergétiques à minima, qui sont accompagnés par la collectivité avec une prise en charge. Pour les travaux, je concède que je ne me souviens plus. Mais sur la maison individuelle, c'est aussi le cas, d'accord. Actif. Okay. Ah ouais. D'accord. Donc, ils viennent en complément de MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie. Absolument. Pour pouvoir abonder des aides plus locales sur les travaux de rénovation énergétique. Exactement. D'accord, ok. Et donc, si on revient sur la question, tu trouves qu'il y a une plus grosse dynamique côté copropriété
parce qu'il y a le sujet de la contrainte réglementaire. La maison individuelle, ça revient petit à petit parce que il y a moins de contraintes, sauf les cas dont on a discuté, mais plus des particuliers qui vont vouloir faire les travaux de rénovation énergétique pour améliorer leur confort, diminuer leur facture énergétique. Alors, en espérant avoir bien compris ta question, la problématique, elle est exactement la même. Que tu vives dans un appartement ou dans une maison individuelle, tu as une facture énergétique à payer, et qui d'ailleurs, dans le cadre d'une maison individuelle, peut être bien salée, ça c'est sûr. Et puis tu as des enjeux de confort, des enjeux de valorisation également de son patrimoine. Ouais. Voilà, quand tu vends ta maison une étiquette E ou C et que ton voisin a à peu près la même et qu'elle est à B, il y a une différence. En fait, il y a une différence sur la valeur de ton patrimoine. Et au moment de la revente, d'ailleurs, il y a un vrai différentiel de prix qui est attesté par les notaires. Bon. Donc tu vois, le besoin est le même. Par contre, le drame un peu de la maison individuelle, c'est que la rénovation d'une toiture, par exemple, sur une maison individuelle, mettons qu'elle fait 100 mètres carrés sur 2 étages, 50 mètres carrés de toiture, tu les payes plein pot. Quand t'es en copro, tu vas les répartir. on est plusieurs sur 3-4 étages. Tu dises au moins par 3 ou par 4, rapporter la surface habitable. Donc, c'est sûr que la problématique économique pour les particuliers, elle est assez différente. Et ce sera coupé au montage. Donc tu revenais sur la partie rénovation énergétique d'une maison, ça coûte plus cher que rapporté au mètre carré, évidemment c'est sans commune mesure. D'accord, voilà. Okay. Après, est-ce qu'on peut imaginer, alors j'avoue que je me présente à toi aujourd'hui sans avoir les résultats d'une étude très concrète, mais on peut imaginer que le revenu moyen d'une personne vivant dans une maison individuelle est possiblement un peu plus élevé que dans une copropriété, et donc avec une capacité de financement peut-être un peu supérieure, etc. Voilà, mais c'est vrai que la maison individuelle, c'est la difficulté, c'est que il y a pas de mutualisation ou très peu avec d'autres occupants comme c'est le cas en copropriété. D'accord. Ouais. Et tu me disais, on a participé à un salon, et donc tu es intervenu à un salon à Nantes, Energy Meeting, il y a début septembre. Ouais. Et donc on parlait encore rénovation énergétique, rénovation thermique, et tu m'as dit l'ingénierie thermique pour les particuliers, ça n'existe pas, ou moins, ça a moins d'impact que sur la copropriété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, ouais, le sujet il est essentiellement financier. Et c'est le rapport, ou plutôt, je précise, c'est le rapport des Français à la prestation intellectuelle, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Pour te dire, je vais parler, pour une fois, je vais parler un peu de mon cas. Quand on a créé Emenda à la base, c'était pour proposer des services d'ingénierie aux particuliers, figure-toi, pour la rénovation des maisons individuelles. Ah, d'accord, ok. Et oui. Vous avez commencé par le particulier et en fait vous avez bifurqué pour... Je t'avoue qu'on a commencé par le particulier, ça a pas duré que 3 mois entre nous. parce que j'ai vite compris que c'était compliqué. Non, le problème c'est qu'est-ce que les particuliers sont maîtres, à quel point ils valorisent l'ingénierie, c'est compliqué en fait, figure-toi. Et quand vient le moment de proposer un audit énergétique à un particulier, t'achètes pas un produit en fait, t'achètes pas un vêtement, c'est pas quelque chose, tu vois, de palpable en fait, la matière grise. Bon, et donc ce que les particuliers sont prêts à payer pour de la prestation intellectuelle à l'origine, sur un diagnostic à l'origine, c'est extrêmement bas. Voilà. D'accord. Très très bas. Et donc, c'est une raison pour laquelle la ville la Nantes Métropole accompagne aussi fortement. Je crois que c'est des subventions qui sont très élevées sur le coût de l'audit, mais c'est une barrière pour les particuliers qui est très très forte. Alors, quand bien même ils engageraient derrière 50 000 ou 100 000 euros de travaux. D'accord, ok. Figure-toi, c'est purement psychologique. Donc, pour toi, les Français, si on généralise, toute la partie conception d'un plan de travaux de rénovation énergétique n'est pas forcément valorisée, alors qu'elle est clé. Oui. Et il y avait eu, moi, c'est ce qui a aussi m'a aussi poussé à monter ce projet avec
avec mes deux autres associés, c'est qu'il y a eu une étude qui était sortie de l'ADEME et qui montrait, à un moment donné, c'était il y a 5-6 ans, que plus de 60% des travaux de rénovation énergétique n'entraînaient pas de saut de classe DPE, principalement parce qu'il y avait une mauvaise conception des plans de rénovation énergétique. Et c'était là où on s'est dit, mais attends, mais c'est dingue, ça veut dire que parce que le plan et l'enchaînement des travaux est mal conçu, alors il n'y a pas de saut de classe. Et donc, comment on peut réussir à apporter aussi une pierre sur cet édifice-là. Et donc tu fais le même constat aussi que les Français n'étaient pas prêts à payer à cette étape-là, quoi, à ce moment-là. Aujourd'hui, si je suis autour de la table, si Kelvin me confie, c'est parce que évidemment que j'ai eu cette difficulté et que je comprends la valeur ajoutée de votre service puissance 1000, ça c'est sûr, pour passer cette frontière dans la copro. C'est facile, compte tenu de ce que je viens de t'indiquer, les obligations légales. Et puis la copro, tu prends une copro de 30 logements pour un audit de quelques milliers d'euros, tu divises par 30 logements, donc tu ramènes ça au tantième du copropriétaire, c'est des montants qui sont... acceptables, quoi. Mais très acceptables. C'est quelques centaines d'euros, en fait. 200, 300 euros, voilà. Dans la maison individuelle, passer 300, 400 euros, c'est trop cher. Bon. Donc, effectivement... parce que nous ce qui nous intéresse, toi comme moi, on est militants, hein. Ce qui nous intéresse, c'est c'est susciter l'intérêt des Français sur la rénovation énergétique de leur patrimoine, hein. Ça c'est clair. Et donc pour déclencher ça, il faut que le conseil, pour les maisons individuelles au moins, il faut que le conseil soit gratuit en fait. Ou pas loin, si j'ose dire, ou pas loin de l'être, en définitive. D'accord. Voilà, donc il faut pouvoir. Alors quand je dis les accrocher, c'est un terme qui est un peu marketing, donc j'aime pas trop, mais je veux dire, on sait tout de suite. L'évidence, on la voit tout de suite en fait en tant que professionnel. Quand on va voir, on va chez un particulier, on voit une maison qui a été construite dans les années 60 avec pas un gramme d'isolant. On sait très bien qu'il y a un gisement qui est facile à transformer. Voilà, pour des coûts acceptables. Hein, voilà. Mais il y a cette barrière encore de la prestation, effectivement, qui consiste à poser le bilan de tout ça et à projeter un plan de travaux. Et ben ça, et pardonne-moi de te le dire, mais vous n'êtes pas évidemment les seuls à vous poser la question. Hein. Il y a des Nantais depuis longtemps qui se la posaient, puisque dès 2016 ou 17, je crois, je travaillais avec certains acteurs nantais sur le carnet numérique. Pour justement se poser la question comment en 10 clics j'arrive à donner une information aux particuliers. Alors je crois que vous avez réussi à faire encore mieux que 10 clics ou encore moins via l'IA. Donc voilà, je pense que c'est la solution que vous apportez, c'est le maillon qui manquait à ce marché aujourd'hui qui a du mal à être adressé de la maison individuelle avec des rénovations qu'on fait dans le bon sens. Des précos, des programmes globaux de travaux, des rénovations énergétiques, où on n'oublie pas d'embarquer effectivement la composante énergétique, etc. quoi. D'accord, ok. Et tu penses que pour réussir, dont on parlait de chantier du siècle, réussir à massifier cette rénovation énergétique, c'est quoi pour toi aujourd'hui les bloqueurs qu'il y a encore, parce qu'il y en a encore plein, mais ce serait quoi, si tu veux les hiérarchiser, et les solutions que tu penses qu'il faudrait qu'on mette en place pour réussir à rénover correctement. Tu parlais dans le bon sens, des rénovations aussi vertueuses, d'ampleur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou c'est quoi les bloqueurs à minima, déjà les identifier, ensuite après qu'est-ce qu'il faut faire, les solutions? Alors, bon, pour moi il faut faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc je pense que si tu interviens sur l'un mais pas sur l'autre, ça marchera pas. D'accord. Voilà. Donc côté demande, c'est effectivement. Alors il y a différentes catégories de clientèle. Hein, tu sais, il y a les copropriétés, voilà, qui sont accompagnés par des syndics. Donc là c'est un peu différent. Hein, et donc nous quand on travaille sur la copro, c'est du B2B2C. Tu vois. Donc il y a un intermédiaire de confiance qui est le syndic. Qui est assez clé dans la démarche d'accompagnement des copropriétaires. Il y a le logement social. Alors, je sais pas si c'est un sujet que Kelvin aura vocation à gérer un jour. Bon, le logement social, tu as des maîtres d'ouvrage qui sont quand même assez structurés. Voilà. Donc, la clé vis-à-vis de ces gens-là, c'est les commandes groupées, en fait, hein. Voilà, donc ça c'est les bailleurs, hein, tu sais, c'est des maîtres d'ouvrage qui sont capables de se coordonner, hein, de passer des espèces de méga commandes. Tiens, d'un coup, on va se mettre à rénover 5000 logements et on va confier ça à 1, 2 ou 3 opérateurs. Après tout, ça pourrait fonctionner de la même manière dans la copro.
tu vois. Donc massification de la demande. Voilà, à partir du moment, un peu comme Groupon, oui c'est Groupon, hein. À partir du moment où on est plusieurs à mettre au pot, qu'on génère du volume, à ce moment-là, peut-être qu'on aura des conditions plus attractives. Ou par exemple, imagine tout un quartier de maisons construites à peu près de la même manière, avec une commande groupée d'insufflation d'isolant, par exemple. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça que j'appelle la commande groupée. Générer du volume dans la demande. Voilà. Bon. Il y a un endroit, j'imagine aussi accessible et proche quand une commande groupée et pas un bâtiment à Rennes, un autre à Nantes, un autre à Angers, quoi. Ouais, mais regarde le nombre de lotissements. Je t'en parlais tout à l'heure. De lotissements avec 10, 15, 20, 30, 100 maisons identiques. D'accord. Tu vois, c'est assez simple. Hein. Essayer de rassembler même plusieurs propriétaires autour d'un projet de rénovation énergétique de leur maison dans un quartier. Exactement. Et la copropriété autour des 2-3 immeubles que tu pourrais avoir dans la même rue qui peuvent être potentiellement construits de la même année, quoi. Par exemple. Effectivement, ça c'est clair. Bon, ça c'est côté demande. Et puis il y a l'offre. Voilà. Alors moi je fais partie du principe, enfin je pars du principe, j'ai une vision assez libérale de la chose. Je pars du principe que l'offre peut susciter la demande, ou je préfère quand ça fonctionne comme ça en fait. D'accord. Okay. Tu vois, bon là ça me dérange pas de le dire comme ça puisqu'on parle de sujets profondément vertueux. Hein. Encore une fois on parle de rénovation énergétique. Bon, côté offre, d'abord, effectivement, pouvoir mobiliser des architectes et des ingénieurs qui ont complètement processé le sujet. Figure-toi que la rénovation énergétique, c'est un sujet qui est, et j'espère qu'ils se formaliseront pas de ce que je vais dire, mais c'est un sujet dont les architectes se sont pas complètement emparés. Figure-toi. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur la rénovation d'une résidence des années 60-70, construite, tu sais, de manière complètement standardisée, il n'y a pas beaucoup d'architecture, alors que ce sont des objets, la rénovation de ces projets-là, très architecturables dans la réponse. Je peux mettre des super bardages, etc. Je peux complètement transformer la tête d'un bâtiment, tu vois. Et on le voit d'ailleurs sur Nantes, il y a des réas, c'est dingue, quoi. Tu reconnais plus la barre, tu sais, des années 60, bon voilà. Donc ça c'est donc côté off, tu vois, une vraie processisation, si c'est un mot qui existe, de l'ingénierie, de la réponse en termes d'architecture et d'ingénierie. Bon. Ensuite côté offre, moi je suis absolument convaincu qu'il faut un choc d'innovation. Ok. Ouais. Je cherche l'innovation vraiment disruptive depuis le double vitrage. Et d'accord, ok. Voilà. Offre d'un point de vue matériaux ou même pas que ? Tout, de procédés, de matériaux, ouais, ça c'est, je sens que, alors malheureusement pour nous, hein, dans le bâtiment, c'est pas un domaine qui attire beaucoup les investisseurs. Or, l'innovation dans ce domaine-là ne fonctionnera que par l'injection de capitaux massifs, en fait. Voilà. Si je veux monter une usine avec des machines de dingue, tu sais, pour construire des façades comme ça, préfa. Je sais pas si tu vois le niveau de capitaux, la moindre machine coûtant au moins 1 million d'euros. Voilà, c'est quelque chose de très capitalistique. Donc dans la tech, il y a énormément de capitaux, voilà, mais avec des promesses de retour sur investissement qui peuvent être très très substantielles. Dans le bâtiment, c'est le modèle économique est un petit peu moins évident. Bon, il y en a qui ont essayé, hein, rappelle-toi de la start-up Catera aux États-Unis, là, mais qui malheureusement a coulé. Bon, ils avaient fait des levées de fonds complètement dingues, à 1 milliard d'euros. Je pense que le domaine du bâtiment mérite pas moins, en fait, en termes de capital investissement. Voilà. En tout cas, si on veut susciter l'innovation, c'est bien ce qu'il faudra. D'accord. C'est un domaine qui est très peu innovant. D'accord. En définitive. Oui, ouais, bah après, il y a des acteurs qui essayent de rentrer dedans, mais c'est pas aussi un secteur qui est simple, parce que c'est un secteur, comme tu disais, qui est très morcelé aussi, pas processé encore aujourd'hui, ou peu, ou peut-être pas assez, comme tu le disais, et sur lequel des nouveaux entrants, et comme tu disais, capitalistes, c'est des capitaux qui sont importants, quoi. Quand on parle j'imagine que tu parlais du hors-site, aussi pour construire des panneaux entiers pour isoler une maison ou un immeuble, mais c'est pas simple, quoi. Non, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et en termes d'offres, tu penses qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous êtes en train de, même vous, chez Menda, tu disais essayer de susciter la demande par l'offre?
sur lesquels vous êtes en train de vous positionner ou sur lesquels il faut se positionner? Bien sûr. Alors revenons sur le point qu'on a évoqué juste avant. Celui qui est capable d'offrir une prestation d'ingénierie à moindre coût, parce que faut pas se leurrer. Le coût, ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot, mais c'est vraiment une barrière qui est importante à l'entrée, et en particulier vis-à-vis des propriétaires de maisons individuelles. Bon, celui qui apporte une solution de diagnostic. Avec proposition de plan d'action, avec une mise en relation avec des entreprises de confiance. Voilà. Ça, c'est celui qui arrivera. C'est une innovation assez majeure. Voilà. D'accord. Complexe néanmoins. Alors, je vois ce que Kelvin fait. Je comprends. Moi, homme de l'art, ce que vous faites, et j'y accorde beaucoup de crédit. Le lien avec les entreprises, c'est quelque chose qui est pas évident. Voilà, les entreprises de confiance, voilà, et ça c'est une des clés pourtant, puisque une fois qu'on a fait les précos, évidemment, il s'agit de les mettre en œuvre proprement, voilà, par des professionnels. Ça c'est l'étape d'après qui est un défi. Ouais, tout à fait. C'est sûr. Parce que pour rappel, nous, c'est juste avec une adresse, on va pouvoir scanner le logement, comprendre l'état initial du logement, comprendre où est-ce qu'il peut y avoir des déperditions énergétiques, et ensuite après sur cette base-là, avec notre moteur d'intelligence artificielle, construire des plans de travaux de rénovation énergétique. Et ensuite, après, tu peux contraindre l'intelligence artificielle en fonction des besoins du particulier ou des contraintes du particulier. Mais on ne va pas jusqu'à mettre en relation celui qui fait ce rapport énergétique, qui peut être un bureau d'études, une entreprise de travaux, mais on va pas le mettre en relation avec deux entreprises de travaux. Si les précos que vous ferez par votre outil n'ont de sens évidemment que si elles sont mises en œuvre, même partiellement derrière, ça c'est sûr. Alors votre produit il est déjà très sophistiqué, c'est sûr que la marketplace derrière c'est un autre c'est un autre service. Et pourtant, toi qui me poses la question des éléments clés à un côté off, c'est bien ça. Ensuite, c'est la mise en œuvre, accessoirement par des professionnels agréés, et dans des conditions de performance qui génèrent effectivement le gain énergétique. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, tu sais bien, quand tu optes, par exemple, pour isoler par l'extérieur un bâtiment ou même par l'intérieur, bon, encore faut-il que l'isolant soit performant et qu'il soit posé conformément aux règles de l'art, et qui génère effectivement les gains attendus sans créer de désordre supplémentaire dans la maison. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Ouais, tout à fait, c'est un autre sujet. Mais tu penses que ça, aujourd'hui, même le label RGE ou autre, c'est pas suffisant? C'est nécessaire, mais pas suffisant? C'est évidemment capital. Ces démarches de qualité sont capitales. Voilà, je veux dire, le sujet de fond, c'est l'attractivité de l'univers des entreprises de travaux. Ouais, les travaux. Ouais. Voilà. Et si je devais te donner une info ou un métrix, moi qui me frappe, c'est que dans ces gens-là qui ensuite mettent en œuvre, donc les entreprises, je crois que t'as moins de 2% de femmes dans les effectifs. Je crois que c'est une statistique de la FFB, moins de 2% de femmes. Voilà, donc pour moi, ce chiffre évoque un certain nombre de réalités sur l'attractivité de cette filière. Donc, je sais que toutes les instances professionnelles s'en emparent tous les jours, mais ça, c'est sûr qu'il y a un défi. Nos précos, à nous, Emenda, Isome, et à toi, Kelvin, ne seront pas grand-chose sans les gens qui mettent en œuvre derrière. Ça, c'est sûr. Non, très bien. Je pense que ça clôture bien notre échange. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire, mais à la fin de cette interview, pour pouvoir exploiter un autre sujet où je pense qu'on a abordé tous les sujets autour de la rénovation énergétique et notamment dans le Pays de la Loire. Alors écoute, te renouveler mes remerciements, souhaiter une longue vie à Kelvin. Voilà, vous attaquez un beau sujet, je vous souhaite beaucoup de succès, et nous on a hâte d'être utilisateurs de cette solution, et qu'est-ce que je peux te dire? Cut, laisse-moi réfléchir. Non mais c'est bien, sinon attends, c'est très bien. Non mais qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, voilà. Non mais parfait, il n'y a pas forcément besoin de compléter, c'était bien. Ouais, c'est cool. Top. Bon. Trop bien. Ça te va? Merci, ouais, c'était génial. Canon, tu vois, il fallait que ça dure 25-30 minutes, ça a duré 28 minutes. Donc tu vois, on est pile dedans.
Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dire que tu n'as pas dit? J'ai regardé. Ah, pas de problème. Non. On est sur la fin. On a fini même. Ah oui. Ouais, tu me laisses compléter. Alors, en lien, tu sais, avec la question comment tu décrirais l'innovation énergétique dans les Pays de la Loire, et plus particulièrement autour de Nantes, à quoi ça ressemble aujourd'hui sur le terrain. On parlait d'innovation. Je complète. Attends, mais tu veux que je repose la question ou pas? Ouais, vas-y, ouais. C'est pour parler du développement de filières. Ouais, je te repose la question sur l'innovation. Sur l'innovation. Côté offre. Côté offre dans les Pays de la Loire. Ouais. D'accord, ok. Mais donc c'est plutôt. Là, l'idée, tu sais, c'est de parler de Synerpod. Ça te parle, ça? Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, ouais. Donc c'est autour de de l'innovation, mais donc on le mettrait plutôt à la fin ou quand on parle de. C'est quand on parlait de. Du Pays de la Loire, comment ça se passe Tu vois, synergie entre innovation et énergie, quels leviers, quelles approches vous semblent les plus prometteurs pour accélérer la transition dans le secteur? Quels leviers ou quelles approches? Ok, mais dans le Pays de la Loire. Ouais, c'est ça. Ok, bah si tu veux, je peux reprendre ça en mettant Pays de la Loire, quoi. Yes. Ok, très bien. C'est reparti. Donc on reprend. Ouais, c'est bon. Attends, on reprend. C'est parti. Est-ce que tu pourrais me donner un peu ton point de vue autour de l'innovation et spécifiquement dans le Pays de la Loire? Quelle synergie pourrait y avoir entre innovation et rénovation énergétique? Bon, les innovations entre Nantais, hein, donc c'est le contact effectivement entre des gens qui représentent les métiers traditionnels comme les miens, hein, et les métiers comme le tien. Voilà, ouais. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc ça c'est super. Le rapprochement entre la tech et les acteurs traditionnels. Voilà. C'est le premier sujet. Deuxième, hein, c'est donc l'innovation dans l'offre. On en parlait tout à l'heure. Il y a des initiatives en Pays de la Loire qui sont vraiment très intéressantes. Comme quoi l'innovation, hein, dans nos métiers, ça peut exister. Notamment un opérateur qui s'appelle, un industriel d'ailleurs, qui s'appelle Synerpod. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'ils font? Bien sûr. Donc Synerpod, c'est une entreprise de gens un peu givrés au début, là, qui se sont lancés sur un concept en fait de module énergie intégré. Donc ça marche très très bien dans le logement social. C'est-à-dire que ces gens-là vont concevoir des espèces de boîtes à l'intérieur desquels ils vont regrouper l'ensemble des systèmes actifs d'une maison. Donc ce que j'appelle système actif, c'est la chaudière, le moteur de VMC, l'équipement, ce qu'on appelle l'onduleur, hein, pour le panneau photovoltaïque, et le ballon d'eau chaude. D'accord, ok. Et en fait, ils vont concentrer ça dans une espèce de petite tourelle qui peut être totalement architecturée, là, ressembler à une espèce d'extension de la maison, très design, quoi. Qui va permettre de sortir tous les équipements et de faire en sorte que la société de maintenance ne mette plus un pied chez vous, quoi. Voilà. Okay. Bon, donc accessoirement à ce type de solutions peuvent correspondre des solutions de tiers investissement. Je m'explique. En fait, demain, c'est pas du kilowattheure qu'on va acheter, c'est une température de confort, c'est mon ballon d'eau chaude, il marche pas, c'est pas mon problème. En fait, il va marcher tout le temps. Pourquoi? Parce que par soit des algorithmes prédictifs, soit par des messages d'erreur, on va envoyer ça à l'opérateur qui va venir intervenir sans même qu'on s'en rende compte, en fait, puisque ça se passe à l'extérieur de chez soi. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est vraiment des innovations, alors qui ont été qui ont été générées par certains marchés publics là dans le logement social et qui pourraient de fait bénéficier à n'importe quel particulier, en particulier dans la maison individuelle ou autre. Ouais. Exactement. Okay. Donc tu vois, il y a des initiatives d'innovation dans le territoire en Pays de la Loire et je trouve ça très très positif. Bah non, mais en plus c'est un vrai écosystème autour de la rénovation énergétique. Nous, quand on est arrivé il y a 3 ans, on s'est installé à Nantes, donc le reste de l'équipe est basé à Paris, mais moi je suis à Nantes et on est maintenant une dizaine à Nantes. Et c'est comme ça que notre rencontre s'est faite, c'est que on s'est demandé qui il fallait qu'on voit, quel bureau d'études aussi on pouvait rencontrer autour de la rénovation énergétique, et donc c'est comme ça qu'on a fait ta rencontre, Mathieu. Et on a vu aussi la Solive, sur les acteurs un peu annexes dans la rénovation énergétique ou les nouveaux acteurs, et on trouve qu'il y a un vrai écosystème dans le Pays de la Loire, et
qui méritent à être connus, développés, soudés pour pouvoir construire ça peut être des offres communes, mais ou à minima des endroits où on peut se rencontrer pour pouvoir sortir des belles idées et accélérer cette rénovation énergétique en Pays de la Loire et après potentiellement essaimer ça dans le reste de la France, quoi. Yes. Parfait. Cut.